Chez les Bourget, la passion numismatique est une affaire de famille. Sabine Bourget en est l'ultime héritière antiquaire, un métier de connaissance qui se transmet. C'est mon grand-père qui a commencé, alors lui en 1895, et mon père donc a repris après la guerre. Et à sa mort en 93, j'ai repris le cabinet. Et j'ai eu la chance de ne pas faire un refus d'obstacle. Parce que vous avez quand même... Et comme mon père n'avait qu'un enfant, qu'une fille, moi je lui disais toujours, écoute, tu n'as qu'un cheval pour toucher le tiercé. Et coup de chance, ça marchait parce que j'avais moi la passion de l'histoire. Et cette spécialité qu'est la numismatique, qui est finalement la plus vaste, puisque nous couvrons 28 siècles, ça commence au 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque actuelle, c'est vraiment la connaissance et le goût de l'histoire d'abord. Donc c'est ce qu'ont tous mes clients. Ils sont, quels que soient leurs moyens, quel que soit leur centre d'intérêt dans les 28 siècles, ce sont toujours des gens passionnés d'histoire et ce ne sont que des hommes. C'est une spécificité de la numismatique. Sabine Bourget écrit aussi avec talent. Le cabinet a également une branche d'édition. On a publié pas mal d'ouvrages numismatiques depuis les années 50. Enfin, on a peut-être une vingtaine de livres au catalogue. Et le tout dernier, donc, qui s'appelle Sous le signe du métal, est un livre qui retrace l'histoire du cabinet depuis 1895, avec l'exploitation des archives de plus de 100 ans. Donc. Le livre retrace aussi un peu bien sûr les trésors, donc ce fameux trésor de la rue Mouffetard, le trésor d'Arras, qui a été le plus grand trésor de monnaie romaine jamais trouvé en France en 1922, et dont mon grand-père a eu la chance de s'occuper. De très grandes collections aussi, et en même temps d'autres activités, comme des activités plus syndicales, la création de la Biennale, par Pierre van der Merch, par mon père, qui donc a une grande activité de syndicaliste dans le domaine bien sûr des antiquaires, et les rapports avec les clients, la psychologie avec les clients et quelques grands objets. Et qui dit pièce d'or dit surtout trésor. C'est un trésor qui couvre pour nous 3 générations, puisque c'est mon grand-père qui a été l'expert, le trésor ayant été trouvé en 1938 à Paris. Mon père après a fait les ventes, et après j'ai eu la chance d'écrire dessus et de revendre aussi des monnaies de ce trésor. En fait, c'était la ville de Paris qui avait ce qu'on appellerait maintenant un HLM, au 53 de la rue Mouffetard, insalubre. Donc en 1938, ils décident de détruire l'immeuble. Et pendant les travaux, on trouve dans des espèces de boudins en toile, des espèces de saucissons de toile, des pièces en or autour. Les ouvriers vont se les partager, il y aura plusieurs trouvailles. À la fin, en quelques jours, ils vont trouver à peu près 3500 monnaies d'or du règne de Louis XV. Et l'histoire extraordinaire, c'est qu'en fait, normalement, par la législation, c'est la moitié les personnes qui trouvent, les inventeurs, moitié donc la ville de Paris qui avait l'immeuble, le propriétaire. Mais toutes les monnaies qui étaient dans les papiers, on a regardé les papiers, c'était en fait des testaments d'un personnage qui vivait sous le règne de Louis XV et qui s'appelait Louis Nivelle et qui léguait à sa fille Anne-Louise sa fortune. Alors, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation et en fait, tout ce qui était dans les testaments a été, au prorata de leur ascendance, distribué aux 83 héritiers de ce personnage du règne de Louis XV en 1938. Donc il y a eu les héritiers, les ouvriers et la ville de Paris. Donc c'est une superbe histoire. Après, on a fait des recherches historiques, cet homme avait une double vie. C'est pour ça qu'il a enfoui, c'était un grand bourgeois qui a enfoui son trésor, rue Mouffetard. C'est une histoire vraiment extrêmement romanesque. Et il y a un détail qui me touche beaucoup, c'est que la fille à laquelle il léguait donc toute sa fortune, est née le même jour que moi. Donc j'ai trouvé que c'était en plus une synchronicité extraordinaire et qui nous liait presque familialement à cette histoire de trésor. Comme souvent, le hasard fait bien les choses. Alors je pense que d'abord, souvent ce sont des métiers où on va trouver une tradition familiale qui fait qu'on va avoir déjà un goût pour l'art, une certaine éducation, dans le meilleur des cas un certain œil, qui est transmis évidemment par les parents, qui généralement ont des objets d'art, petits ou grands, importants ou pas, peu importe. Un goût particulier pour l'art. Parfois un goût pour l'histoire, ça dans mon domaine, mais c'est plus spécifique. Petit à petit, effectivement, on va s'habituer à voir et vraiment à regarder particulièrement les objets. Et à un moment, un goût, au fur et à mesure, va se former. Et on se rend compte que finalement, on aime toujours la même chose au travers des époques. Un peu peut-être comme on aime toujours le même genre de gens, on aime toujours le même genre d'objets. Et ça va devenir un véritable amour, une véritable passion. Parfois, au début, ça peut être un mariage de raison qui devient une passion.
Et ça, je pense que, en dehors des connaissances qui évidemment vont s'acquérir au fur et à mesure de la vie, des rencontres de gens et d'objets, c'est la passion qui va faire toute la différence entre un antiquaire et une autre profession. Des trésors, on en trouve tout le temps. Peu sont intéressants. Pour qu'ils soient intéressants, il faut qu'il y ait une somme quand même importante et il faut qu'il y ait une histoire autour. Si vous trouvez 10 pièces, 10 Napoléon sous un arbre, bon, on est ravis, c'est une somme, mais bon, c'est quand même pas extraordinaire, ça fait pas rêver. Pour le numismate éclairé, le rêve, c'est avant tout la rareté. C'est aussi le temps consacré aux recherches pour resituer chaque pièce dans son contexte social, culturel ou historique. En attendant, rappelons que les plus précieux trésors sont souvent cachés là où on ne les imagine pas. Ça fait rêver, non ?